On arrête tout, on écoute. D'architectes oseront vous dire ce que je vais vous dire là, mais toutes les maisons ne sont pas de bons investissements. Encore, voire même ce sont des gouffres financiers pas possibles. Aujourd'hui, beaucoup de personnes de la diaspora pensent faire un excellent choix en construisant au pays. Elles économisent pendant 10 ans, elles travaillent le week-end, elles ne dorment pas la nuit, elles sacrifient leurs vacances et certaines de ces maisons ne rapporteront jamais un seul franc. Pire, certaines de ces maisons feront même perdre de l'argent à leurs propriétaires. Beaucoup de personnes confondent le fait de construire et le fait d'investir. Et c'est pas juste parce que tu construis que forcément ça va te rapporter quelque chose. Donc il faut toujours bien préparer son projet. Et donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment et pourquoi. Hop, je t'arrête une seconde. Je sais que je parle bien, mais laisse-moi te présenter cette roadmap que je t'ai préparée où j'ai recensé les 14 étapes clés selon moi qui interviennent dans la démarche d'un projet architectural. Wow! Oh my God! Wow! Wow! This is wonderful! Alors ça va de l'acquisition de terrain jusqu'à la remise des clés. Effectivement, on ne sait jamais selon l'étape à laquelle on est rendu, vers qui se tourner, quels sont les enjeux de l'étape, qui fait quoi, ce que toi tu dois faire. Là dans ce document, je t'explique tout. Tu sais quand tu as besoin d'un géomètre expert pour délimiter les bornes, tu sais à quel moment tu dois faire l'étude de sol, tu sais à quel moment exactement appeler l'architecte. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, c'est que c'est déjà le moment. Là, on va commencer par l'étape la plus importante, à savoir faire un diagnostic. On va observer 3 scénarios et selon tes contraintes et tes besoins, on va définir quel est le plus optimal et qu'est-ce qui répond le plus à tes attentes. Ensuite, c'est tout le processus architectural qui se déroule, les études, les avant-projets sommaires détaillés, etc. Tout ça est détaillé dans cette roadmap, le permis de construire, les pièces à fournir, qui contacte la mairie, qui contacte les sapeurs-pompiers, voilà, tout ça est expliqué. Et tu sais à chaque phase ce que tu dois payer, quels sont les enjeux, quels sont les livrables. À l'issue de ça, il te reste une seule chose à faire, c'est de prendre ton téléphone, de prendre rendez-vous avec moi, on fait un appel exploratoire, que je puisse t'expliquer bloc par bloc ce qu'il en est, et toi tu me parles de ton projet. Ensuite, il n'y a plus qu'à y aller. Allez, je relance la vidéo, et surtout, j'attends ton appel. Depuis que je suis architecte, ça fait maintenant plus de 15 ans que je suis architecte, le plus gros mensonge que j'ai entendu, c'est le genre de mensonge qu'on entend souvent dans les repas quand quelqu'un veut te montrer qu'il connaît. C'est l'immobilier ne perd jamais de valeur. Alors oui, moi j'ai souvent entendu ça, mais je t'assure que l'immobilier peut perdre de sa valeur. Prenons l'exemple de 2 personnes qui veulent construire un bâtiment pour 120 millions. Les 2 personnes vont construire, le chantier va arriver jusqu'au bout et 10 ans après, il y aura un bien qui aura toujours sa valeur et qui aura même augmenté de valeur. Et il y en aura un autre qui aura complètement perdu de sa valeur, etc. Parce qu'il y a plein d'autres dimensions autour simplement de la seule construction du bien immobilier. Et c'est vraiment de ça que je vais parler aujourd'hui dans cette vidéo. Donc tous ces mensonges qu'on dit en rendez-vous là, comme ça, en repas pour faire son intérêt. C'est pas toujours pour faire son intéressant, mais parfois ça fait bien quand même de dire ça. Moi j'aime bien ce genre de phrase. Non mais tu sais, l'immobilier perdra jamais sa valeur. Hein. Oui, non, je t'assure qu'il y a 2-3 biens là ici dehors là, oui, ça perd de la valeur. Donc abordons ça tout de suite. Restons toujours sur les exemples. Et donc quelqu'un qui décide d'investir sur un terrain, il voit un terrain là qui est moins cher, etc., qui est un peu isolé, et il se dit je vais le prendre parce que c'est une opportunité. Je vais pouvoir construire ma villa de 600 mètres carrés avec des colonnes, façades qui sont comme ça, qui tournent dans tous les sens, avec des piscines, avec des bains, des piscines à débordement, etc. Et puis il se dit bon, je suis à l'étranger ou je suis ailleurs, donc en attendant je vais vivre la villa. Vous vous rendez compte que finalement vous avez beaucoup investi, vous avez construit, vous avez fait une superbe maison, mais elle n'est adaptée à personne et vous ne pouvez pas la louer parce qu'elle est inlouable. Qui va pouvoir louer une villa de 600 mètres carrés parce que surtout vous allez vouloir la rentabiliser et profiter de ces fruits là. Mais en l'occurrence, ça ne sera inlouable. Prenez maintenant l'exemple d'un autre propriétaire qui a le même budget, mais qui au lieu de faire sa villa de 600 mètres carrés, décide de faire un petit immeuble, peut-être avec des appartements un peu plus modestes, mais lui décide d'acheter un terrain qui est proche d'un axe. Pourquoi proche d'un axe? Parce que comme un peu au village, c'est autour de l'axe que tout se passe, n'est-ce pas? Il va regarder où sont situés les commerces, où sont situés les hôpitaux, est-ce qu'il y a des équipements, pour être sûr que son bien sera placé à un emplacement stratégique qui permettra donc à des gens de se dire ah ben tiens, je vais peut-être aller là-bas parce que même si les appartements sont un peu sont un peu petits, etc., il y a tel équipement qui font que je pourrais donc avoir une vie de quartier. Et effectivement, c'est parce que il aura pensé son projet autrement que juste par le propre bien de se dire je veux faire la villa de mes rêves, alors que le marché camerounais, et c'est là où je voulais en venir, et le marché africain implique qu'on s'y intéresse pour être sûr de faire les bons choix stratégiques. Et la stratégie, c'est tout l'objet de cette chaîne, au-delà de vous faire découvrir l'architecture et de la vulgariser, c'est aussi de vous permettre de bien préparer vos projets. Parce que le rôle d'un architecte n'est pas juste, encore une fois, de dessiner, je l'ai dit 150 fois,
fois dans cette vidéo, donc je suis sûr que ça vous fatigue, mais je le répéterai jamais assez. Ce n'est pas juste de dessiner un bâtiment, c'est de pouvoir aussi réfléchir à une stratégie. Et la stratégie, elle se bâtit sur quoi? Sur une connaissance de l'environnement, des acteurs, des problématiques, du climat, etc., mais aussi du marché. Et vous savez, il n'y a rien de plus illisible que le marché chez nous, le marché de l'immobilier, parce que, ok, qui vous dit que quand vous allez construire un immeuble, ça va être loué, ou quand vous allez construire une villa, elle va pas être louée? Il y a quand même des préférences, il y a quand même des signes qui peuvent donner un peu des guides. Ok, tu payes ton loyer combien, dans quel quartier? Ok, voilà, est-ce que ce sont des étudiants qui occupent tel bâtiment, etc. Il y a toute une étude qui est faite en amont pour être sûr que ce qu'on va dessiner, ce qu'on va construire, combien à une certaine demande, parce qu'il y a une crise du logement chez nous, mais tout le monde n'habite pas de la même façon, tout le monde ne vit pas de la même façon, on ne vit pas de la même façon, qu'on soit dans un quartier ou dans l'autre, et c'est tout ce à quoi l'architecte peut vous préparer. Donc si vous voulez parler de stratégie avec moi, regardez en description, on prend un rendez-vous, on se fait un appel visio, on appelle WhatsApp, comme vous voulez, vous bookez un rendez-vous avec moi, et puis voilà, et puis on discute de votre projet, etc. Enfin voilà, c'est sans engagement, allez-y, voilà, parce que moi après je vais partir en vacances. Quelles sont les 5 choses que je regarde moi quand un client veut me montrer son terrain? Quand il veut me montrer son terrain, je regarde pas juste la taille du terrain, je regarde les alentours, je regarde les accès, je regarde les hôpitaux, je regarde les équipements, je regarde les futurs échangeurs, je regarde les écoles, je regarde les zones d'activité. Si on est à côté d'une zone universitaire, ça fait plus de 5 choses, non? Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses à regarder, effectivement, ça fait plus de 5 choses, on a explosé le score. Je regarde s'il y a des projets publics, est-ce que là on va mettre un centre commercial, là par exemple, je peux vous donner l'exemple du Grand Mall qui s'est vraiment positionné juste dans l'axe lourd, donc vraiment à la sortie ou à l'entrée de l'aéroport comme vous voulez, etc., qui a complètement modifié aussi une pratique de la ville, des gens de Douala qui maintenant passent par ce point-là, par ce check-up là, parce que maintenant ils rentrent dans l'axe et fait de la jonction entre l'entrée et la sortie de la ville, etc. Donc il y a des gens de l'extérieur de la ville qui sont rentrés aussi maintenant dans la ville, et il y a des gens qui sortent aussi plus facilement parce que c'est devenu un point. Et c'est comme ça que je veux dire, c'est que vous pouvez donc acheter votre terrain, choisir votre terrain par rapport donc à des équipements, à des emplacements que vous allez juger stratégiques pour l'attractivité de votre terrain lui-même. Quelles sont les plus grandes erreurs que font les gens, notamment les gens qui sont à l'extérieur, font quand ils veulent investir dans un projet d'architecture? La première, c'est construire beaucoup trop grand. J'en ai déjà parlé, c'est pas parce que vous construisez grand que c'est confortable. Quand vous construisez grand, il faut pouvoir le meubler, il faut pouvoir l'habiter, c'est pas toujours évident. Ça crée parfois des angles morts, des espaces qui sont inoccupés. Construire trop grand n'est pas forcément la solution. La deuxième erreur, c'est construire uniquement pour soi. Un projet, il s'étale sur une vie. Donc une maison peut avoir plusieurs vies. Vous pouvez vous vivre dans votre maison, puis après vous allez avoir des enfants, vous allez avoir des petits-enfants, vous allez recevoir des amis. Ça peut devenir une maison de vacances à un moment donné, ça peut devenir une maison de location. Donc un projet d'architecture au gré de l'avancement de la vie elle-même. Donc tout simplement. Donc il faut toujours imaginer que voilà, que cette maison peut avoir une fonction un peu polyvalente, et il faut pouvoir aussi anticiper ça. La troisième erreur, c'est vraiment construire sans penser au marché. Je vous l'ai dit, le marché est très dur à lire dans nos territoires, etc. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'il y a une crise du logement. Tout le monde a besoin de se loger, et encore plus, tout le monde a besoin de se loger décemment. C'est donc à ça qu'on sert, pouvoir essayer de vous faire des logements décents. Pour ça, il faut donc s'intéresser au marché, savoir qui le constitue, qui veut habiter, comment ils veulent habiter, etc. Il faut se poser ces questions avant juste de proposer un bien qui ne correspondra peut-être pas à une demande. La quatrième erreur, c'est vraiment de tout investir dans la construction. Une maison, c'est pas juste les murs, les fondations, vous mettez un coup de peinture, vous mettez la peinture, les carreaux, tout ça, etc. C'est fini. Parce que une maison, et c'est pour ça que si vous faites une grosse maison, ça va encore plus se poser. Une maison, il faut aussi l'entretenir. Et voilà, donc rien que les frais d'entretien, d'exploitation même de la maison, il y a ce qu'on appelle l'exploitation de la maison. Ça aussi, c'est un budget. Donc il faut toujours aussi avoir aussi un petit peu de marge pour pouvoir anticiper déjà les erreurs, les imprévus, etc. Et les changements aussi, les évolutions de programme. Voilà, donc il faut quand même garder cette marge-là et se dire que la maison doit quand même avoir un peu de marge pour dire bon ok, peut-être que demain, si j'ai encore un peu plus d'argent, je pourrais peut-être faire une petite extension, ou je pourrais peut-être, je sais pas, rajouter un étage. Mais si on rajoute un étage, ça veut dire qu'il faudra prévoir les fondations au préalable, ce qui va aussi un peu manger le budget initial. Donc vraiment, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Quand je dis que vous m'appelez là, c'est que moi je vous pose toutes ces questions. On me pose ces questions. Ok, est-ce que dans 10 ans tu te vois toujours avec un étage? Ah, ok, tu veux rajouter un niveau supplémentaire? Ok, donc tu as prévu ça dans ton budget de fondation. Voilà. Donc si vous posez pas la question tout de suite et que vous voulez construire à l'instant, machin, etc. Peut-être que dans 10 ans, quand vous voudrez faire d'autres choix, vous serez bloqué par des questions que vous ne vous êtes pas posées maintenant.
Et enfin, croyez-moi, l'erreur la plus dangereuse, c'est de confondre émotion et investissement. Effectivement, construire est un acte émotionnel en soi. On construit une maison comme on construit sa vie. En fait, construire sa maison fait partie du processus, beaucoup du processus de construction même de soi-même dans la vie. Enfin, ça fait beaucoup construire, etc. Mais quelqu'un qui bâtit sa maison dans laquelle il va accueillir sa famille, etc., c'est déjà un acte en soi très constructeur, fondamental, structurant. Voilà, donc si vous construisez, donc vous faites tout avec émotion, c'est là que vous pouvez faire des erreurs qui vont vous coûter cher et qui peuvent remettre en question tout ce que vous avez structuré dans votre tête. Donc voilà, donc pour éviter ça, il faut donc prendre les vraies mesures, bonnes décisions et être encadré pour être sûr que cette construction va être stable avec des fondations stables, et ça implique donc d'être accompagné une fois de plus. Donc ne mettez pas trop de cœur parce qu'il n'y a rien de plus compliqué que de prendre les bonnes décisions quand on est sous le coup de l'émotion. Donc ça, c'est vraiment très important de pouvoir équilibrer ces deux dimensions, même si bien sûr l'émotion viendra après quand vous allez découvrir votre bien et que ça correspond à ce que vous avez structuré au préalable. Donc voilà, donc ne confondons pas les étapes. Ça va peut-être en surprendre plus d'un, mais après 15 ans de carrière maintenant à faire ce métier, je me rends compte que ce métier a plusieurs dimensions. J'ai passé, je dirais, les deux premiers tiers de ma carrière à faire des projets que j'ai adorés, que j'adore, qui me représentent aujourd'hui et que je suis fier toujours de présenter, qui servent de référence, et on continue à beaucoup dessiner, concevoir, construire avec mon équipe qui en plus est dynamique et me permet aussi de me challenger un peu. Mais l'autre tiers, celui que je suis vraiment en train de plus expérimenter, n'est pas forcément un côté où on dessine, où on conçoit, en tout cas en premier lieu. Je me rends compte qu'aujourd'hui, une grande partie de mon métier est de pouvoir dire à un client: non, ne construis pas cette maison, n'achète pas ce terrain. Là, tu veux mettre 5 voitures, mais tu n'as pas la place dans ton parking. Ton terrain est trop biscornu pour que tu puisses faire ce choix-là. Donc attention, tu veux construire en R+2 pour plus tard, mais attention, le budget que tu as implique que tu fasses des fondations trop importantes, donc tu pourras pas le faire. Toutes ces petites décisions, ces petits micro-choix qui ne se voient pas encore sur le papier sont fondamentaux pour vous permettre de structurer votre projet et de le construire pour être sûr que vous n'allez pas dans un sens complètement inconnu qui va poser plein d'autres questions qui ne vous auront pas été posées au moment opportun. Donc demain, si moi je suis un client, je dois investir mon propre argent, je commencerai d'abord par me poser un certain nombre de questions. Pourquoi est-ce que j'achète ce terrain-là? Pour habiter, pour louer, pour transmettre, pour revendre, pour faire une opération, une plus-value immobilière? Parce que les réponses seront jamais les mêmes, et pourtant beaucoup de personnes construisent sans même s'être posé ces questions et donc sans même avoir répondu à ces questions qui sont fondamentales. Je vais parler par exemple d'un exemple qui, je pense, qui touche beaucoup de familles à Douala ou dans d'autres lieux, etc. Mais je parle de Douala parce qu'encore une fois, c'est mon terrain de jeu. À Douala, vous pouvez très bien avoir la maison de vos grands-parents ou la maison de vos ancêtres, etc. que vous voulez restaurer. Il n'est pas qu'un petit bibelot bouge, mais peut-être que le marché va impliquer que, ok, vous allez être entouré par des immeubles de 13 étages alors que votre maison elle est de plein pied, etc. Et vous dites: ok, je vais donc restaurer cette maison familiale, mais cette maison familiale, elle va servir à qui? Elle va servir aux petits enfants. Si les enfants sont à l'étranger, comment vous faites? Si les enfants sont sur place, est-ce qu'ils vont s'en occuper? Est-ce que ça va être loué? Est-ce que vous les mettez en location parce que les petits enfants ne sont pas là, etc. et qui sont là de façon saisonnière? Donc qui va occuper cette maison qui va être entourée d'immeubles? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut casser la maison des grands-parents ou des ancêtres, pas du tout. Mais je dis juste par contre que le marché a ses propres règles, il a son propre rythme, et qu'il faut que vous puissiez vous poser toutes ces questions avant de vous dire: je vais investir pour construire telle chose, tel projet. Avant de vous dire: je vais raser la maison parce que je vais aussi faire un immeuble. Mais l'immeuble, qui va l'occuper? C'est pareil, qui va l'occuper? Est-ce qu'il y a un marché pour ça? Est-ce que l'emplacement est stratégique? Est-ce que posez-vous toutes ces questions avant de faire quoi que ce soit. Donc voilà, donc que vous soyez en Chine, en France, au Japon, au Canada, en Espagne, à Yaoundé, à Douala, à Bamako, ce que vous voulez, posez-vous toujours cette question. Peut-être que vous n'aurez que l'occasion que de construire une seule fois dans votre vie. Et avant, quel que soit, de choisir l'entreprise, choisir l'entrepreneur, de choisir l'architecte, avant de faire un choix qui va être fondamental ensuite pour le reste de votre projet, posez-vous juste une seule question: est-ce que je suis en train de construire ou est-ce que je suis en train d'investir? Voilà, quand vous aurez la réponse à peu près à cette question, là vous savez que vous pouvez donc m'appeler, prendre votre téléphone, encore une fois, pour un appel visio, tout ça, etc. Et en attendant, je vous invite à commenter, à partager, à liker cette chaîne. Voilà, on est bientôt 900 sur la chaîne, c'est trop cool en fait, c'est incroyable. Voilà, donc vous savez, parce qu'en plus sur Archibarlou, on parle d'architecture en toute décontraction, mais sérieusement, on fait ce qu'on a à faire, on est sur Archibarlou, à la semaine prochaine, ciao.